Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Journal de Viva en cette soirée du mercredi 29 mars 2023. Dans les actualités de ce jour, justement, les informations tournent autour de cette date du 29 mars. 29 mars 1947, 29 mars 2023, les héros qui ont combattu pour la liberté du pays face à l'oppression ont été commémorés aujourd'hui. La cérémonie à cet effet a été effectuée sous la houlette du président de la République à Avarachambouitsen aujourd'hui. Un dépôt des gerbes et la flamme allumée pour faire honneur à ceux qui ont donné leur vie. Il était rappelé que la lutte qu'ils ont menée témoigne de leur solidarité et de leur patriotisme. Reportage de Saint-Sylvain, Sech Indiana, Bebras Denilson. 76 ans sont passés, mais l'histoire reste et est mise à l'honneur. L'honneur des combattants morts pour la liberté et la patrie face à l'oppression. Le mausolée d'Avarachambouitsen est l'endroit qui a été dédié pour ces héros de guerre. Les stèles sont imposantes pour honorer les combattants. Ces stèles qui marquent la date du 29 mars est commémorée en cette journée sous la conduite du président de la République Andradzuel. Les gerbes déposées sont au nom des 27 millions de Malagasy. Les vies qui ont été sacrifiées l'ont été pour l'avenir, pour nous les générations actuelles, et les blessures laissées sont signes de la lutte acharnée pour la libération qui a été victorieuse. La flamme qui reste allumée marque la victoire, le patriotisme. Il a été allumé pour éclairer les combats qui doivent encore être menés par les Malagasy. La cérémonie tenue au mausolée est une cérémonie militaire pour passer le flambeau aux jeunes, pour une participation massive à la mémoire des combattants pour la liberté, pour que le message ne se perde pas, mais soit une motivation. Ce sont les jeunes qui se sont levés à l'époque et des témoins rescapés sont encore là pour témoigner du combat mené. Le président de la République leur a rendu l'hommage qu'ils méritent. Dia mazao fahasalamana tompoko a mbola misy fanomezana moa fa dia samitsika tain'Andriamanitra loatra sasadinoana ary makasitraka na rehetrarehetra ny andro androany. Et outre la cérémonie à Avarachambouitsen, des commémorations à cette date historique ont également eu lieu à Manakar et Muramang, là où a commencé la lutte de 1947. À Muramang, le président Andradzuel a rappelé l'importance du patriotisme et l'indépendance du pays pour lesquels les combattants de 1947 ont donné leur vie. Le patriotisme qui doit être une valeur pour le développement du pays. C'est un reportage de Judikel Ranjenirin et Andora Zajaibe.
En cette date du 29 mars, les noms des deux villes, Manakar et Muramang, ne peuvent pas être dissociés de l'histoire. Ce sont des lieux où a commencé la vague de patriotisme qui a fait éclater la lutte du 1947, celle qui a porté vers la libération de Madagascar. Il est impossible d'oublier l'histoire car le sang a coulé, il y a eu des morts selon le président de la République. Le thème qui a été choisi cette année est la lutte pour la liberté, la solidarité pour le patriotisme, des valeurs qui doivent être transmises à tous. L'indépendance de Madagascar est devenue l'héritage des générations actuelles. Une indépendance qui nous est chère car il a été payé par le sang des combattants qui ont tout sacrifié, même leur vie pour le pays. Mais actuellement, certains veulent opposer les Malagasy. Il foule aux pieds le patriotisme et le sacrifice de ceux qui ont combattu. Le président Andry Rajoelina appelle les Malagasy à ne pas se laisser faire et de ne pas laisser éteindre le feu du patriotisme dans leur cœur. Muramang renferme également des souvenirs de l'histoire du pays au sein du musée de la Gendarmerie nationale. L'histoire du 29 mars y est gardée, comme l'histoire du train où les combattants y ont été tués. Divers témoignages de l'histoire du pays y sont exposés, entre autres la voiture du colonel Ratsimanjaf qui était criblée de balles lors de son assassinat, des vestiges de la colonisation ou encore de la royauté, des histoires qui sont gardées intactes en héritage pour les générations futures, qui rappellent le chemin qui était parcouru avant l'obtention de notre indépendance actuelle. La reconnaissance et l'hommage à ceux qui nous ont précédés dans la lutte pour l'indépendance ne peuvent pas être dissociés de la commémoration de la date du 29 mars. Ce sont des rescapés de cette lutte pour le patriotisme, outre les enveloppes qui marquent le respect pour ses aïeux et qui ont été remis par le président de la République. L'État leur offrira un hôpital spécialisé dans le soin des personnes âgées, mais également une maison de retraite dont les travaux de construction devront s'achever d'ici le mois de juillet prochain. Ces témoins de l'histoire sont les preuves vivantes que grâce aux travaux effectués actuellement dans le pays, le sacrifice des héros de la nation n'est pas vain. Toujours autour de cette date du 29 mars 1947, il est effroyable que le sang écoulé pour la liberté et les rescapés de la guerre portent encore les séquelles de cette lutte. Selon les témoignages des recueillis aujourd'hui, les images de cette époque sont encore un cauchemar quotidien pour bon nombre de ces rescapés. Chacun avait ses propres responsabilités à cette époque. Les femmes s'occupaient de la nourriture et des soins, les hommes combattaient. Ils ont quitté leur famille et sont allés au front pour la liberté. Ils n'étaient encore que des jeunes, mais leur cœur était animé de patriotisme. Reportage signé Cécivin sur les images de Sechanjena, Bebras Denilson. 89 000 vies ont été perdues pendant la lutte de libération, selon les estimations des historiens. Des statistiques plausibles selon ceux qui ont assisté ou participé à la guerre. Ce grand-père est l'un des témoins des séquelles laissées. Il est un rescapé. Le sang a coulé, la torture des révolutionnaires se faisait sous diverses formes. Les colons avaient déjà anticipé la rébellion, mais le feu de la liberté et du patriotisme était intense selon les explications. En outre, affronter les maladies était aussi un autre combat. Ils ont passé diverses épreuves, comme se contenter de peu et de se cacher partout. Les combattants ne voyaient pas leur famille durant de longues périodes. Les épreuves étaient dures à supporter. 76 ans sont passés, mais les images restent gravées. L'amertume des épreuves passées sont toujours des cauchemars pour ces rescapés, selon leur dire. La génération actuelle n'a pas oublié le sang versé et les blessures. Ces combattants rescapés souhaitent que cela se perpétue. La lutte pour la libération qui s'est poursuivie après le 29 mars, disaient les militants. Les Malagasy n'ont pas cédé et le feu du patriotisme n'a pas cessé de brûler. L'unité et l'amour étaient de grandes forces qui ont permis la victoire à cette époque. Et ces combattants demandent que cela soit transmis aux générations futures.
Et la journée d'aujourd'hui a également été marquée par la commémoration du jour de l'inhumation de l'ancien président de la République, Didier Ratsirek. La famille du défunt est venue déposer des gerbes au mausolée. Bon nombre des qualités de cette ancienne figure de la République malgache peuvent être des exemples pour les jeunes actuels, selon les dires de certains, notamment la volonté de faire le bien pour le pays. Reportage toujours de Cécile Sylvain sur les images de la Ranjiansou et Secha Anjenab. Un combattant pour la nation, mort le 28 mars 2021 et qui a été inhumé ici, dans le tombeau de ceux qui ont combattu pour la nation, ici à Varachambuitsain, il y a 2 ans de cela, l'amiral Didier Ratsirek. Il est le 13e à être inhumé ici au mausolée. Si ce tombeau a été ouvert en 1986 pour la dernière fois, l'amiral Didier Ratsirek nous a quittés à l'âge de 85 ans des suites d'une crise cardiaque. Pour rappel, il a été hospitalisé à l'hôpital militaire de Swavnanjin pour une grippe. Il a été soigné pendant 4 jours et des suggestions ont été émises pour son évacuation à l'étranger pour y poursuivre son traitement. L'ancien président n'a pas voulu quitter le pays. Il a laissé une histoire pour cette nation. Parmi ces faits, il a enlevé les séquelles de la colonisation dans le pays quand il était encore ministre des Affaires étrangères durant le gouvernement de Ramanatsoa en 1972. L'amiral Didier Ratsirek qui a supprimé l'accord avec les Français qui ont pillé Madagascar à cette époque. Il a aussi renvoyé les militaires français qui étaient restés dans le pays. Mais surtout, il nous a sortis de la zone franc. Il a été président de la République 2 fois, de 1975 jusqu'en 1993 et de 1997 jusqu'en 2002. Amiral Didier Ratsirek détient le record de longévité à la tête du pays. Il a été l'initiateur de ce mausolée des combattants de 47. Le patriotisme est une valeur qu'il a véhiculée et il n'a jamais minimisé la lutte pour la liberté. Aujourd'hui, sa famille a déposé des gerbes sur sa tombe. Dans les actualités de ce jour également, page fait divers, un bandit a succombé aux balles des gendarmes, un gendarme blessé. C'est le bilan de la confrontation des bandits face aux gendarmes de la brigade d'Itos aujourd'hui vers 1h du matin. Durant les rondes effectuées par les gendarmes, 5 bandits sont tombés nez à nez à ces derniers. Quand les gendarmes les ont ordonnés de s'arrêter, des disputes ont éclaté. Si l'un des bandits est mort, les 4 ont pris la fuite. Une arme artisanale a été interceptée sur ce bandit décédé. Les détails avec Anienne Martina et Yves Janel. Les journalistes de Viva ont pris les images à 2h du matin. Un corps sans vie gît. Le corps d'un jeune homme qui a été tué par les balles des gendarmes. Il s'agirait d'un bandit qui faisait le guet dans les environs d'Itos hier soir. Et ce matin, vers 2h, des tirs ont retenti à Itos, réveillant les environs. Des tirs entre les bandits et les gendarmes selon les explications. Les gendarmes qui effectuaient leur service se sont trouvés nez à nez avec 5 bandits. Ils leur ont ordonné de s'arrêter, mais les bandits en réponse leur ont lancé des injures tout en prenant la poudre d'escampette et en tirant 3 fois selon les explications des gendarmes. L'agent du commandant de brigade a reçu une balle. Les gendarmes ont répondu à leurs tirs et ont atteint l'un d'eux, si les 4 autres ont pris la fuite. Une arme artisanale a été interceptée sur le bandit décédé. L'enquête est déjà en cours. Le commandant de brigade a déjà reçu des soins actuellement. Son pronostic vital n'est pas engagé selon les sources. La CENI est actuellement en train de rassembler tous les points importants qui ont été discutés le 24 mars dernier lors de la concertation, selon ce président, lors de l'accueil de la délégation du DDPA des Nations Unies. La concertation devrait se poursuivre à un autre moment afin de mettre en place une atmosphère de confiance et la transparence des élections en ces quelques mois de préparation des élections. Justement, la CENI poursuit sa réforme de la liste électorale. C'est Ranir Lint nous en dit plus. Toutes les forces vives qui ont assisté à la concertation le 24 mars dernier ont décidé qu'une autre concertation devrait se tenir si la CENI est actuellement en plein dans la mise en forme de tous les grands points discutés lors de cet événement dans le cadre de la préparation des élections. Dans cette optique, la réforme de la liste électorale devrait s'achever provisoirement le 10 avril 2023 dans tous les 119 districts.
La délégation de l'Organisation des Nations Unies en charge des élections, des affaires politiques et de la sécurité a émis des avis positifs sur le déroulement de la préparation des élections, notamment dans l'effort de mettre en place une atmosphère de paix et de confiance lors de sa visite au président de la CENI. En France, la famille d'un homme grièvement blessé lors des violentes manifestations de samedi contre un projet de retenue d'eau dans les Deux-Sèvres a porté plainte contre X pour tentative de meurtre et entrave volontaire à l'arrivée des secours. France 24. Les secours ont-ils été empêchés d'intervenir ou ont-ils été retardés à Sainte-Soline? C'est la conviction des parents de l'homme dont le pronostic vital est toujours engagé. Ils ont porté plainte contre X pour tentative de meurtre et entrave au secours. Entre le premier appel téléphonique pour signaler qu'il est gravement blessé et sa prise en charge par une ambulance, près d'1h30 se sont écoulés. Nos confrères du journal Le Monde ont révélé l'échange téléphonique entre un médecin présent à la base arrière et un opérateur du SAMU. Vous en êtes où là, de la plus grosse urgence absolue de ce que j'ai comme impression moi de loin? Alors déjà le problème c'est que vous n'êtes pas sur place, donc c'est un peu compliqué. Ouais, mais en fait on a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation, c'est qu'on n'enverra pas des micros ou de moyens sûrs sur place parce qu'on a hors de temps envoyé par les forces de l'ordre. Alors moi je suis avec des observateurs de la Ligue des droits de l'homme qui disent que leurs observateurs sur place disent que c'est calme depuis 30 minutes et que donc il est possible d'intervenir. Je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas le premier à nous le dire. Le problème c'est que c'est à l'appréciation des forces de l'ordre et qu'on est sous un commandement qui n'est pas nous. La préfète des Deux-Sèvres affirme que les conditions de sécurité n'étaient pas remplies pour permettre l'intervention des secours. Ce n'est que pour éviter que le SAMU ou les pompiers ne soient pris à partie ou victimes collatérales des affrontements violents que cette consigne a pu être passée, dans un contexte où les groupes violents se déplaçaient très rapidement. Une enquête judiciaire et 2 enquêtes internes doivent faire la lumière sur les conditions d'intervention des secours à Sainte-Soline. Pour la première fois aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme se penche en audience publique sur des requêtes climatiques contre la Suisse et la France. Des retraités helvétiques dénoncent les conséquences du réchauffement sur leur santé, tandis que Paris est poursuivi par l'ancien maire d'une commune du Nord menacée par la montée des eaux. France 24. Le spectacle est grandiose, les images spectaculaires, mais le changement climatique est à l'œuvre. Les côtes s'érodent inexorablement et les risques de submersion du littoral du Nord, comme ici à Dunkerque, seront réels d'ici 2030. Damien Carême, habitant de Grande-Synthe et ancien maire de la commune, s'estime menacé par la montée du niveau de la mer. Il a donc décidé d'assigner la France devant la Cour européenne des droits de l'homme. À Grande-Synthe, la ville, ses habitants, on s'était extrêmement engagé dans la lutte contre le changement climatique. Donc la ville, les citoyens, et celui qui manquait à l'appel, en fait, c'est l'État français, qui ne respecte pas les engagements internationaux, l'accord de Paris. C'est la première fois que la Cour européenne des droits de l'homme va traiter l'inaction climatique présumée des États qui violeraient certains articles de la Convention européenne des droits de l'homme. La question posée, c'est est-ce que les droits humains sont impactés par le dérèglement climatique et est-ce que la Cour européenne a la compétence pour contrôler l'action des États et leur caractère suffisant. Des retraités suisses qui dénoncent les effets du réchauffement climatique sur leur santé, des étudiants portugais qui assignent leur pays, les plaintes pour inaction climatique se multiplient, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui seront rendus dans quelques mois seront scrutés à la loupe par les États et les citoyens. Et en déplacement aujourd'hui aux États-Unis, la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen pourrait y rencontrer le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Une provocation selon Pékin qui menace de riposter. La Chine considère l'île autonome comme une de ses provinces et au nom de son principe d'une seule Chine, aucun pays n'est censé entretenir de liens officiels avec Pékin et Taipei en même temps. France 24.
Alors Tsai Ing-wen est partie aujourd'hui pour un voyage d'une dizaine de jours. Alors l'objectif affiché, c'est de rencontrer deux de ses alliés diplomatiques, le Guatemala et le Belize. Elle devrait donc rencontrer le président guatémaltèque Alejandro Giammattei et le premier ministre bélizien Johnny Briceño. Mais en réalité, vous l'avez dit, tous les yeux vont être rivés sur les deux escales qu'elle va faire aux États-Unis. Alors à l'aller à New York et au retour en Californie. Alors ce n'est pas une pratique rare pour un président taïwanais de transiter aux États-Unis. C'est même la 7e fois que la présidente Tsai Ing-wen va transiter là-bas. Mais pour la Chine, c'est une provocation de la part de Taïwan, dont elle revendique le territoire, dont elle revendique la souveraineté, mais aussi une provocation de la part des États-Unis à un moment où les relations entre les deux pays sont extrêmement tendues. Car en fait, la Chine n'accepte pas qu'un pays puisse avoir des liens officiels avec Taipei et Pékin en même temps. Rappelez-vous, en août dernier, lorsque la précédente présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, s'était rendue à Taïwan, et bien la Chine avait répliqué militairement. Elle avait envoyé pour la première fois des missiles au-dessus de l'île. Alors Kevin McCarthy lui aussi souhaitait se rendre à Taïwan. On l'attendait même ici au printemps, mais la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen l'avait appelé il y a quelques temps de cela et lui avait demandé d'annuler cette venue, a priori à cause de ces potentielles représailles de la Chine. C'est donc en Californie que cette rencontre devrait avoir lieu la semaine prochaine. Rien de confirmé pour le moment. En tout cas, la Chine, elle, a promis aujourd'hui de riposter si cette rencontre avait lieu. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Sur ce, très bonne continuation et très bonne suite de programmes sur Viva. Au revoir.